Bonjour Benoît. Bonjour. Aujourd'hui, on t'accueille en fait après le congrès. Là, la QPE s'invite au congrès. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. On aimerait savoir, là, après l'atelier que tu viens de réaliser, comment tu te sens, comment ça s'est passé? Hey, très bien, honnêtement, j'ai été surpris de la réception, mais surtout de la qualité des textes que les congressistes ont écrits dans mon atelier, parce que je faisais un atelier sur la création littéraire. Puis mon but, c'était de faire écrire. Puis je mentionne souvent aux gens qui viennent, aux étudiants dans ma classe, puis aux gens qui viennent dans mes conférences ateliers, de se mettre en danger. Parce que c'est pas une impression ou un sentiment qu'on vit souvent dans une classe, là, de se mettre en danger. Souvent, on veut être dans un milieu confortable. Puis les gens ont adhéré à mon concept, là, puis c'est tant mieux. C'est le fun quand ça participe bien, puis quand tu vois que les gens peuvent se laisser aller, se laisser guider par l'activité finalement. Oui, puis j'y allais d'une manière progressive, puis plus on avançait, plus les gens étaient à l'aise, puis il y a même eu des textes quand même assez personnels, puis j'ai terminé, c'est pas moi qui ai écrit le texte, là. Il y a une dame qui a écrit un texte, puis la dame a pleuré, elle me fait pleurer après l'écriture de son texte. Je pensais vraiment pas vivre une telle émotion en venant donner un atelier conférence là, à la QPF ici, là. Wow! Fait que je Ouais. vois que ça a vraiment touché, dans le fond, même des dimensions plus personnelles, émotionnelles. Oui, ah oui, énormément même, ouais. C'est super. Puis est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui faisait partie de ton atelier? Comment t'en es arrivé finalement à ce résultat-là de faire ressortir quelque chose comme Ah, ça en OK. créant? Ben, moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la création. Moi, dans mon métier au Cégep de Rivière-du-Loup, où je suis enseignant en arts, lettres et communication, puis en formation générale, mais je suis aussi l'agent de valorisation du français. Donc, j'ai créé plein de petites choses à travers le temps, des concepts de valorisation du français quand même assez originaux, là, avec des affiches, des mèmes et tout ça. Puis, moi, ma philosophie d'enseignant, c'est d'avoir du plaisir puis de donner du plaisir. Parce que je pense que c'est essentiel que lorsque j'entre dans ma classe, que je sais que je vais avoir du plaisir, mais aussi que les étudiants arrivent dans ma classe, non pas à reculons, mais en ayant l'idée de, OK, c'est un cours de français, mais je sais que dans mon cours de français, je peux avoir du plaisir. Fait que moi, j'ai inséré le concept de création littéraire dans mes cours il y a quelques années parce que ben, dans notre corpus, puis dans nos plans cadres, là, ça c'est plate à dire, le concept de plan cadre, c'est de la bureaucratie, tout ça. On donne pas assez de place à la création littéraire dans la formation collégiale. Donc moi, je me suis dit, je vais sacrifier à un moment donné, même pas sacrifier, je vais choisir de prendre 2 heures dans ma session, puis je vais amener mes étudiants à sortir de leur zone de confort, puis à écrire, puis à créer, parce que je leur fais lire des textes, je leur fais lire des romans graphiques, toutes sortes de choses. Ils sont dans l'analyse, ils sont pas dans la création. Donc, je voulais les amener à créer un sentiment d'efficacité personnelle pour qu'ils voient qu'ils sont en mesure, eux aussi, de créer. Donc, dans mes classes, ça fonctionne très bien. Puis, cette année, ben, pour la QPF, ben, je me suis dit, ben, je vais proposer l'atelier que je fais dans mes classes, je vais le proposer à d'autres enseignants qui peut-être vont être inspirés pour éventuellement faire ce type d'atelier-là dans ma classe. Puis j'y vais graduellement. Je commence mon atelier avec l'écriture d'une histoire en 6 mots. Donc c'est hyper court, là, 6 mots. Là, je leur dis, racontez votre fin de semaine, racontez le livre que vous êtes en train de lire, racontez un souvenir, peu importe. Parce que l'idée derrière ça, c'est Ernest Hemingway, un auteur américain, estimait que lui, le meilleur récit qu'il avait écrit, il tenait en 6 mots. Donc, c'était à vendre, souliers bébé, jamais utilisé. OK. Donc, on voit tout le drame en 6 mots. Donc là, j'y vais graduellement. Je commence en 6 mots, puis ensuite, ben, je décline, puis on y va avec des textes un peu plus longs, puis un peu plus parfois personnels selon les personnalités d'écrivains ou d'auteurs, là. C'est vraiment intéressant. Ça semble être vraiment un processus qui permet aux gens justement de se laisser aller puis d'y aller graduellement. Puis de se faire confiance aussi, parce que au début, on est quand même assez réticent à se mettre en danger puis à écrire sur notre vie ou sur nos ressentis, nos souvenirs, peu importe.
Puis plus on voit que les gens autour de nous le font, plus on se dit, ben pourquoi moi non plus, moi aussi je pourrais le faire. Puis il y a des gens qui se découvrent un talent, puis il y a des gens qui voient des collègues qu'ils côtoient régulièrement. Ah, je savais pas que tu écrivais de cette manière-là. Donc c'est vraiment intéressant, là. Oui, ça Ouais. permet de découvrir des facettes finalement que même les gens eux-mêmes ou les collègues ne connaissaient pas des Ouais, autres, en là. plein ça. Puis il y a des gens qui enseignent la littérature, qui enseignent le français, puis qui n'ont jamais pris le temps de se dire ah, ben moi aussi, je pourrais écrire des choses intéressantes. Donc, en leur donnant des petits trucs, des petites, des canevas, ben là, il y a un cadre spécifique. Ils se permettent d'écrire certaines choses, puis on n'est pas obligé de les lire et de les partager, mais au moins, ils voient sur papier qu'ils sont en mesure de faire quelque chose de bien. Absolument. Puis j'entendais aussi beaucoup toute la place que tu accordes au plaisir de venir apprendre, à la créativité, à l'impact sur le sentiment même d'efficacité personnelle. Peux-tu m'en dire un peu plus? Est-ce que tu considères que ça affecte même la motivation de tes étudiants à venir en cours? Ben, assurément, moi, je pense que le plaisir est essentiel. Les études le prouvent. Si tu ressens du plaisir dans une tâche d'apprentissage, tu vas apprendre beaucoup plus que si tu ne ressens pas de plaisir ou si ça ne tente pas d'assister à cette classe-là ou à cette formation-là. Donc, autant pour l'élève qui est devant, qui est devant moi ou que moi, si j'arrive en classe et ça ne me tente pas, les élèves vont le ressentir. Donc, le contact avec la matière, mais le contact aussi avec l'enseignant, c'est essentiel. Moi, je dis souvent que le principal facteur de réussite chez un élève, c'est le rapport affectif. Puis le rapport affectif avec le prof, mais le rapport affectif aussi avec la matière. Donc, si moi, j'aime ma matière, les étudiants vont le sentir, puis je vais plus être apte à faire aimer ma matière. C'est un constat après quoi, 22, 23 ans? Là? Ouais. Basé sur plein de belles Ouais, plein de expériences. belles expériences. Puis je répète des activités, puis chaque fois, il ressort quelque chose de nouveau là, dans ces activités-là. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir comment, justement, on peut amener... Des fois, le français, même au cégep, c'est une grosse matière, puis c'est des cours obligatoires. Fait que comment amener, justement, cet amour-là, peut-être, de la langue française et de l'écriture. C'est vraiment intéressant. Puis j'aurais envie de te demander, est-ce que tu aurais des conseils à donner peut-être aux autres enseignants qui auraient envie de l'essayer, qui auraient envie de se lancer, puis dire, ben j'intègre moi aussi quelque chose comme 2 heures en créativité, littéraire. Ben, moi, je pense qu'il faut oser. Puis là, je parle de la création littéraire, mais je pense qu'il faut oser sortir du cadre. Oui, tantôt, je parlais de plan cadre. Puis là, le plan cadre nous indique ce qu'on doit enseigner. Donc, il faut enseigner ce qu'il y a dans le plan cadre, mais on peut prendre le temps d'enseigner des choses qui sont à l'extérieur du plan cadre également. Donc, le plan cadre, c'est ce qu'on doit faire, mais rien n'empêche d'aller à l'extérieur de ce plan cadre-là, sortir du cadre, puis proposer des activités qui peut-être au premier abord vont nous créer un inconfort ou une insécurité, mais il faut se mettre dans la peau des élèves aussi, parce qu'on leur fait lire des œuvres parfois qui vont leur amener une certaine insécurité. Donc, si moi je me mets dans leur peau, ben ils comprennent un peu le sentiment qu'ils sont en train de vivre. Donc, je pense que c'est un plus pour tout le monde là-dedans. Puis là, moi, je fais de la création littéraire dans mes classes, mais ça peut être toutes sortes de choses, là. Ça peut être jouer une pièce de théâtre ou lire une pièce de théâtre d'une manière expressive. Donc, il y a plusieurs manières d'amener du dynamisme, du plaisir dans sa classe. Puis un cours au cégep, c'est 60 heures, un cours de français. 60 heures à être assis, puis à rédiger ou à écouter. Ben, il faut amener des bonbons là-dedans à un moment donné. Puis, je mentionne souvent, moi, lorsque je fais mes projets de valorisation du français, je me bats souvent contre le concept d'insécurité linguistique puis de la peur qu'on nous amène. On va toujours aller plus loin avec la carotte qu'avec le bâton. Donc, si je suis motivé, plutôt que si on me force, ben je vais aller plus loin puis je vais développer des meilleures idées si je le fais par moi-même que si on me force à le faire. Absolument. Je trouve que c'est vraiment important, là, ce qu'on vient de mentionner.
toujours mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous motive, le moteur derrière nos actions, plutôt que la peur de ne pas faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment un point essentiel. Puis, on parlait, là, dans le fond, que la créativité littéraire, pour toi, c'était juste une façon, bien, pas juste une façon, mais c'était une des façons, en fait, de sortir du cadre. Mais dans le fond, ce que j'entends, c'est essayons d'amener les personnes apprenantes à aimer le français, à se découvrir aussi peut-être d'autres talents, finalement, là, dans l'écriture, un petit peu dans tout ce qu'on peut leur demander, parce que 60 heures, ça peut passer vite comme ça peut être long. Ben oui, c'est ça. Puis, il faut ajuster aussi nos attentes. Là. Lorsque je leur demande d'écrire un petit poème, je leur demande pas d'être au niveau de Baudelaire. Là, okay? Le but, c'est d'être accessible aussi. Donc, je leur propose des ateliers accessibles. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'écriture d'une histoire en 6 mots. Après, ben, je leur demande d'écrire une petite poésie à la Prévert. Ben, Jacques Prévert, ben, lui, c'est démarqué par sa poésie qui est hyper accessible. Donc, c'est pas obligé de rimer, c'est pas obligé d'avoir des alexandrins 12 pieds par vers. Donc, c'est l'écriture automatique des surréalistes. Donc, avec cet esprit-là de liberté, ben, les élèves sentent qu'ils sont pas trop encadrés puis qu'ils peuvent se permettre de faire toutes sortes de choses. J'ai des histoires drôles, j'ai des histoires tragiques, j'ai des histoires même érotiques parfois, des histoires personnelles. Mais l'important, c'est de créer, d'accepter l'acte de créer. Je trouve ça le fun, l'espace que je sens que les élèves ont. Oui. Ouais. Parce que dans mon passé d'étudiant, j'ai eu des professeurs où, excusez-moi l'anglicisme, là, c'était un one-man show, OK? Ou un one-woman show, là. C'est une autre époque, là, où la place était uniquement en enseignant. On s'assoyait, on écoutait, on prenait des notes, puis on gobait, OK? On prenait tout ce qu'on pouvait assimiler. Sauf que mon sentiment d'efficacité personnelle ou l'estime de moi n'était pas développé. Avec la génération d'apprenants qu'on a devant nous aujourd'hui, là, au 21e siècle, ben, je pense qu'il faut les aider à se sentir bons, se sentir compétents, puis en s'amusant de cette manière-là. Je suis convaincu qu'on peut y arriver. Hein. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, puis j'aime ça l'idée de dire, ben justement, aidons-les à se sentir peut-être compétents, etc. Puis des fois, à la place d'un enseignement très magistral, comme ce qu'on a pu connaître puis qu'on connaît encore, eh bien, j'ai l'impression que des ateliers comme ça permet de justement faire émerger des compétences, des sentiments par rapport à la tâche, à la matière, qu'on se connaissait peut-être même pas. Ah ouais, puis développer peut-être éventuellement des passions. Moi, j'ai des élèves à travers le temps, là. Je commence par ça, puis à un moment donné, je leur fais écrire un slam dans un autre contexte, dans un autre cours. Puis là, je me rends compte que, OK, toi, tu as des choses à dire, puis tu es capable de les dire avec des beaux mots. Ben, amuse-toi, là, plutôt que de scroller sur Instagram pendant une demi-heure, là. T'es pas obligé de prendre un crayon puis une feuille, puis d'écrire sur un crayon pour une feuille, mais écrire sur ton téléphone des idées, des pensées, des aphorismes, peu importe, mais laisse aller ton imagination plutôt que de te faire imposer une imagination ou imposer des images parfois bonnes, mais parfois aussi, ben, pas toxiques, là, mais qui mènent pas à grand-chose. Absolument. Fait que de ramener un peu à justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce talent-là sans que ce soit super formel. Puis s'amuser sans technologie, ça, c'est essentiel. Moi, j'ai 2 adolescents, là, j'ai une fille de 14 ans puis un garçon de 16 ans. Ben, à un moment donné, je leur ai montré OK, t'es pas obligé d'avoir un téléphone, une tablette, une télévision là, pour te divertir puis t'épanouir. Tu peux faire ça juste avec un crayon, juste dans ta tête. Parce que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Mais quand on vieillit, on se rend compte que s'ennuyer ou pas avoir grand-chose à faire, c'est un luxe. OK? Puis lorsqu'on prend conscience qu'on a ce luxe-là à un moment donné dans notre vie, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Puis on se rend compte que même si on n'avait rien à faire, on sort plus épanoui de ce moment de solitude, lassitude, vide qu'on a été en mesure de remplir parce que je suis capable de le remplir avec d'autres choses qu'une bébelle technologique. Je trouve ça intéressant que tu abordes ça. Je trouve que ça fait beaucoup de liens avec
Tu sais, que s'ennuyer, dans le fond, c'est même, je pense, dans les écrits, prouver que ça aide à développer la créativité, Ouais. justement. Ah ouais. Puis la procrastination même développe la créativité. Je fais écouter à mes étudiants en arts, lettres et communication, où j'ai plus de place pour la création, là, un podcast là, qui est une balado qui était sur Radio-Canada, où des études mentionnent que le fait de procrastiner va t'aider à trouver des meilleures idées éventuellement. C'est intéressant. Ouais. Je note pour la période d'examen. Ouais. C'est pas vrai. Mais quand même, là, on voit que c'est tout l'espace, justement, qu'on se donne. Puis je pense que tu l'as dit, même au début du podcast, du balado, pardon, de se permettre d'explorer, de sortir Ouais. de notre zone de confort, puis potentiellement de vivre des sentiments moins confortables, mais de Ouais. se laisser explorer ça. Je pense que ça prend de l'espace pour ça. Ben, si tu ne l'essaies pas, tu le sauras jamais. Mm. Donc, pourquoi pas l'essayer? Puis, si tu n'aimes pas ça, ben, t'es pas obligé d'abonder puis de continuer dans cette veine-là. Mais au moins l'essayer. Puis, je suis convaincu que la plupart des gens qui l'essaient vont l'adopter. Puis, dans les je sais pas, il y avait peut-être 40-50 personnes dans mon atelier conférence ce matin. En ressortant, plusieurs m'ont dit « Hey, moi, je vais faire ça au début de ma classe, histoire en 6 mots, blablabla. » J'ai trouvé qu'il y avait des idées vraiment formatrices, autant pour des élèves du primaire, du secondaire, du collégial. C'est sûr qu'il faut ajuster selon notre clientèle, le groupe qu'on a devant nous, là. Je ne demanderais pas à des étudiants de primaire d'écrire un trop long texte sur les souvenirs, là, quand tu es en deuxième année. Des souvenirs, tu en as, là, mais sont peut-être moins vivants ou moins présents ou moins émotifs qu'un enseignant de plusieurs années de carrière là, qui a plus de passé puis plus de souvenirs. Mhm. Fait que je trouve ça intéressant. Ça veut dire que, dans le fond, tu sais, toi, tu enseignes au cégep, mais tu le recommanderais même à tous les niveaux, finalement. Ah oui, assurément, assurément. Puis je pense que si tu te mets en danger puis que tu essaies d'écrire, lorsque tu vas arriver devant une nouvelle, un roman, un poème, tu vas te rendre compte du travail qu'il y a derrière tout ça. Parce que une bonne idée, ça reste une bonne idée, mais une bonne idée, ça se travaille, OK? Je peux avoir l'idée, le concept, commencer à écrire, puis à un moment donné, OK, je stagne. Mais moi, ce que je mentionne souvent, c'est arrêtez pas d'écrire, écrivez, puis au pire, raturez, effacez, puis retravaillez par la suite. Trouvez des nuances, trouvez des synonymes, donnez du rythme avec des rimes, avec des anaphores, quelques figures de style. Mais le fait de juste avoir le syndrome de la page blanche, là, ça, il faut le tasser. Il faut écrire, même si c'est pas bon, ben on l'effacera par la suite. Là, mais il faut tout de même mettre quelque chose sur papier. Puis après, on va se rendre compte que, OK, là, je peux construire à partir de ça. Là. C'est vraiment un bon conseil, ça. Je me rends compte que ça se vit à plein de niveaux, là, justement, le syndrome de la page blanche. Fait que dans le fond, de se laisser aller sans se censurer ou sans dire, ouais, c'est pas parfait finalement ce que je suis en train d'écrire, mais après d'y revenir pour avoir comme une base. Ben, c'est comme, tu étudies à la maîtrise, puis dans mes années universitaires, on voulait rendre le travail parfait au premier jet. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut écrire, puis ensuite retravailler, puis améliorer. Oui, ça, c'est vraiment un bon conseil, je pense, pour beaucoup de personnes qui tentent d'écrire. Ouais. Puis, ça m'amène à te demander, Benoît, de quelle manière tu t'es intéressé finalement à la créativité littéraire? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dessus ou à l'inclure finalement dans, justement, même si c'est pas dans le programme cadre, qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi, j'enseigne dans le programme Arts, lettres et communication, puis j'ai un cours qui s'appelle, j'ai deux cours. J'ai un cours qui s'appelle Enjeux culturels au Cégep de Rivière-du-Loup, où on touche à un peu tous les enjeux culturels nationaux au Québec, là, la muséologie, la littérature, plein de choses, là, la musique, le cinéma. Puis j'ai un deuxième cours qui s'appelle La culture en création. Puis dans ce cours-là, à travers les années, j'ai plein de petites activités intéressantes. Puis là, je voyais que les élèves, je fonctionne beaucoup par la pédagogie par projet, OK? Donc, moi, des cours magistraux, j'en donne pas beaucoup, OK? J'adhère au concept de la CLAC, là, c'est la classe en apprentissage actif. Okay. Donc, je fais des activités dynamiques où mes élèves participent. Ils n'ont pas le choix de participer. Okay? Au début, ils sont comme, OK, je ne suis pas juste ici pour écouter, moi. Non, mais je vais te demander de participer parce que si tu ne participes pas, ben, le cours va être plate. OK? Parce que moi, je peux
te divertir, je peux t'amener des bonnes idées, mais le cours va se construire à partir de tes idées principalement. Donc, avec des différentes idées à travers le temps, là, on a refait une reconstitution du programme en hors lettres de communication, ça fait peut-être 10 ans. Donc, j'avais un autre cours, puis là, j'ai construit ce cours-là. Je me suis rendu compte, année après année, que les élèves avaient un potentiel créateur, puis qui n'était pas assez exploité. Puis qui étaient gênés, puis moi aussi, j'étais gêné de leur demander. Donc, à travers le temps, ben, j'ai développé différentes activités d'écriture, mais aussi, par exemple, là, je leur fais faire une bande-annonce littéraire. Donc, ils vont tous au cinéma, nos élèves. Ils savent tous c'est quoi une bande-annonce de film. Donc là, je leur dis, OK, ben, on va être plus original que ça, on va aller plus loin que ça. Tu vas faire une bande-annonce de livres, OK? Donc, tu as lu des livres dans ta vie, tu es obligé d'en lire, mais montre-moi pourquoi ça serait intéressant de lire certains livres. Donc, je leur demande de choisir un livre, par exemple, puis fais-moi une bande-annonce de livre avec la base, là, des images fixes du texte en 1 minute 30. Il faut que tu me donnes envie de lire le livre. Puis chaque année, j'ai des bijoux, honnêtement, puis les élèves me surprennent. Puis là, ils se rendent compte, OK, moi, je peux avoir des bonnes idées, puis l'image, le texte, lorsqu'on fait l'adéquation des deux, ben on peut amener un produit qui est vraiment impressionnant. Donc ça, c'est un des exemples là, de tâches que je leur demande. Mais année après année, je rajoute quelques petites tâches. Je fais des tests. Des fois, ça fonctionne plus ou moins, mais des fois, ça fonctionne très bien. Puis je le conserve pour les années futures. Comme cette année, j'ai essayé de faire écrire une pièce de théâtre en joual à mes étudiants. Wow. Donc, il y avait nos Belles-Sœurs qui sont sorties cet été au cinéma. Nos étudiants, pour la plupart, connaissent c'est quoi Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Il y en a qui ne l'ont pas lu. Mais ils savent de nom, qu'est-ce que c'est les Belles-Sœurs. Donc, je leur explique c'est quoi le joual, de jouer avec la langue, les différents registres de langue. Puis là, je leur demande, OK, dans notre vie, là, à quel endroit on peut entendre des gens parler d'une manière familière, OK? En classe, non. Je vais utiliser un registre standard. Parfois, je vais tomber dans le soutenu, mais rarement dans le littéraire pour que mes élèves me comprennent bien. Donc là, ils sortent plein d'idées. Dans une chambre de hockey, chez la coiffeuse, dans un bar, lorsqu'on se prépare à sortir, ou plein... OK, donc là, tu as trouvé un contexte. Là. Les Belles-Sœurs, il y a un contexte. Il y a un party de collage de timbres. Donc là, tu as un contexte. Donc, essaie de me trouver des discussions qui peuvent être, au premier abord, considérées légères, mais avec du recul, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir un drame. Parce que les Belles-Sœurs, c'est ça, les gens riaient aux Belles-Sœurs, mais ils riaient jaune à la fin de la pièce. Donc, je leur fais comprendre tous ces aspects-là. Puis, honnêtement, l'écriture de la pièce de théâtre en joual cette année, c'était un gros succès. Puis les étudiants, moi, je leur faisais juste écrire une scène, mais ils voulaient continuer. J'ai dit, ben là, ça vous appartient. C'est à vous là, d'aller plus loin encore. Là. Moi, j'ai semé la graine. Toi, arrose, puis fais-le pousser la plante. Là. Oui, Ouais. c'est comme si l'étincelle était là, puis là, il n'y avait pas envie d'abandonner ce beau projet-là là, pour le faire vivre. Là. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce qu'à plusieurs reprises, tu as mentionné des choses comme pédagogie par projet, partir d'une bande-annonce de film, mais avec un livre. C'est comme si tous ces apprentissages-là ou ces situations d'apprentissage-là, ils partent de quelque chose de très concret, du vécu des personnes apprenantes. Fait que c'est comme si après, ça fait plus de sens peut-être pour eux de se mettre en action, de venir se mobiliser, puis dire, ben c'est du connu dans le fond, puis c'est quelque chose que je suis en mesure de faire. Je sais pas si ça résonne quelque chose. Ouais, t'as raison, honnêtement. Partir du concret puis créer du concret. Créer une dissertation explicative sur, je sais pas moi, un poème. Il va rester quelques pistes d'analyse, là, mais concrètement, il ne reste pas grand-chose après. Tandis que lorsque je l'ai fait créer sur quelque chose de plus tangible, puis ça leur tente de continuer par la suite, puis de partager, parce que la bande-annonce littéraire, ben, ils la mettent sur une chaîne YouTube, puis là, il y a des gens qui peuvent la voir, puis là, ils se rendent compte, hey, il y a du monde qui vont voir ma bande-annonce littéraire. Ils ont fait une recherche sur, par exemple, 1984 de George Orwell, puis là, ils ont vu ma bande-annonce, puis il y a des bandes-annonces qui ont 3-4 000 vues. Là, les élèves, aïe, je suis rendu populaire, j'ai 3-4 000 vues. Ben, pour eux, là, c'est quand même un sentiment important pour eux. Bien, absolument. Voir mon travail, ma réalisation, elle a un impact. Oui, chez des gens que je connais même pas. Absolument. C'est ça. C'est fabuleux. Ouais. Puis,
Écoute, Benoît, j'ai envie de terminer en te demandant qu'est-ce qu'on souhaite à la littérature, qu'est-ce qu'on souhaite à la création littéraire pour les prochaines années, l'avenir. Aurais-tu quelques mots pour nous? Ben, de ne pas se mettre de limites. Notre littérature québécoise, moi, je la trouve hyper en santé. On a des œuvres littéraires chaque année qui nous jettent en bas de notre chaise, qui nous surprennent. On est reconnu à l'international, dans toute la francophonie. On est traduit, là, je pense à Éric Chacour dans la dernière année, là, c'est la littérature québécoise exceptionnelle là, qu'on a la chance de lire. Mhm. Puis il faut en être fier. Puis aussi, la création littéraire, il faut que tu sois fier de ce que tu écris, puis ce que tu partages. Tu n'es pas obligé de partager. Mais si tu as ce sentiment-là que tu es capable de faire quelque chose de bien, ben c'est déjà un bon départ parce que si tu as peur, ben ça, c'est un frein. C'est la même chose avec le concept d'insécurité linguistique. Là. Absolument. Tout se rattache à un moment donné. Ouais. Donc, si tu as confiance en toi, assurément que ça peut te permettre des choses que tu n'aurais même pas imaginé de faire. Je trouve ça beau. Je trouve que ça permet d'aller au-delà même de la création, de ramener justement ça à je suis qui comme apprenant, En plein mes ça, capacités. Puis comme personne. Ouais. Comme personne. Comme en apprenant, plus. mais comme personne aussi. Là. Absolument. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup, Benoît, pour le temps que tu nous as accordé, puis pour ta belle participation au congrès. Je pense que c'est un atelier qui va rester et avoir été très apprécié. Ben, je te remercie beaucoup de l'invitation. Puis au plaisir de se revoir l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup. Au revoir.